Vous aurez compris que de parler de post-vérité interroge directement et frontalement la pratique journalistique et principalement l'identité des journalistes. On sait depuis longtemps que la possibilité de produire des informations qui soient vraies, c'est une présupposition de la pratique journalistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on présuppose, nous, en tant que lecteurs, internautes, téléspectateurs, que ce qui est dit à la télévision, ce que l'on lit, ce que l'on écoute, eh bien, est vrai et qu'un journaliste est derrière et fait un travail par rapport à la réalité. On le sait aussi depuis longtemps, et c'est un rapport historique, que l'identité journalistique, elle s'est construite depuis très longtemps et elle a construit un rapport à la vérité qui est particulier. Donc, je vous le dis, c'est une présupposition du journalisme, mais cette présupposition, elle est chahutée à de très nombreuses reprises. Donc on a trois éléments qui nous permettent de mieux comprendre comment ce rapport à la vérité est chahuté. Le premier élément, c'est que le journaliste, il travaille quotidiennement dans un environnement, dans une salle de rédaction. Et il a des contraintes. Ça, c'est le premier élément dont on va parler. Le second élément, c'est que le journaliste, il est en rapport avec des sources. Et parfois, ces sources tentent d'orienter la production médiatique, d'orienter le travail journalistique, voire même parfois de manipuler les médias et les journalistes. Si le journaliste se laisse faire, il va être considéré comme un passeur, un médiateur du discours des sources. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que le journaliste est parfois aveugle. Et pourquoi on estime qu'il est parfois aveugle? C'est parce que de temps en temps, c'est assez rare, mais quand ça arrive, ça fait beaucoup de bruit, il va diffuser des informations qui sont construites par d'autres ou par lui-même et qui sont fausses. Donc ça, ce sont les trois éléments avant la conclusion finale par lesquels je voudrais passer. Donc le premier élément, c'est le journaliste et ses contraintes. Le journaliste, il travaille, je vous le disais, donc dans un contexte particulier, souvent dans une entreprise médiatique. Et s'il travaille pour une chaîne d'information en continu ou pour un quotidien, voire même pour un hebdomadaire, donc un média sur du plus long terme, il travaille dans un rapport à la temporalité qui est spécifique. Donc, il doit souvent produire relativement vite. Qui dit produire relativement vite dit que parfois, ce rapport, cette rapidité, va être un frein à la qualité de ce qu'il va produire. Donc si on est rapide, parfois on peut se tromper. C'est un élément qui nous explique que parfois le rapport du journaliste à la vérité est un peu chahuté. Le deuxième élément important dans ces contraintes, c'est que les médias se font concurrence. Se faisant concurrence, certains médias veulent être les premiers à diffuser certaines informations. C'est relié. Qui dit vouloir être le premier à diffuser une information, eh bien parfois ça va trop vite. Le journaliste n'a pas eu le temps de bien vérifier ce qui avait été dit. Autre élément, le journaliste, il voudrait diffuser une information, par contre, il a du mal à avoir accès à une source. La source, qui pourrait être par exemple un politicien ou un représentant d'une institution, eh bien ils ne veulent pas lui parler, ils ne veulent pas lui répondre. Donc là, le journaliste, il n'a pas la vision de l'autre et il ne peut pas la voir. Et donc, ça me pose un problème pour vérifier la véracité de son information. Donc là, ce rapport à la vérité peut aussi être chahuté. Donc, c'est une difficulté d'accès aux sources, ça peut être aussi une difficulté d'accès à un terrain. Comment aller vérifier actuellement pour un certain nombre de journalistes ce qui se passe en Syrie ou ce qui se passe dans d'autres régions du monde si on ne peut pas y aller? Et donc ça, c'est un autre élément qui a des incidences sur la façon dont le journaliste va construire son information et va la construire comme étant quelque chose dont il est sûr. Et ça, c'est problématique. Un autre élément qui est constitutif du rapport des journalistes au quotidien, et ça a un intérêt très, très fort ces derniers temps, on en parle beaucoup. On vit dans un environnement où on est submergé en quelque sorte par une circulation d'opinion. Les informations, elles circulent très très vite par les réseaux sociaux et elles nous arrivent dans nos smartphones, sur nos ordinateurs, à la radio. Dans cet environnement,
pléthorique d'informations, il est très difficile pour le public de savoir si ce qui circule est vrai ou pas. Et là, le journaliste, il doit réagir extrêmement rapidement pour essayer de contredire ou vérifier des informations qui circulent. C'est une contrainte qui est fondamentale dans le métier de journaliste. Et puis, le dernier élément dans les contraintes, c'est que notre attention vis-à-vis de l'ensemble des médias, eh bien, elle est fluctuante. On les écoute parfois peut-être d'une oreille, mais surtout, on a énormément de médias qui sont susceptibles de nous apporter des informations. Donc le journaliste, il est en concurrence avec les autres médias vis-à-vis de l'attention du public. Donc il veut souvent aussi éventuellement nous attirer et attirer le public à son propre média. Et parfois, il va trop vite ou il ne vérifie pas assez ces informations. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui nous montre un rapport du journalisme à la vérité parfois un petit peu tendu, c'est que le journaliste va pouvoir parfois être médiateur de la vérité, mais d'une vérité particulière, la vérité de sa source. Coluche le disait, les hommes politiques disent des mensonges, mais le plus grave, c'est que les médias les répètent. Et ça, c'est une petite phrase d'un humoriste français qui pointe un élément extrêmement fondamental dans la pratique du journaliste, c'est que normalement, un journaliste doit vérifier ses sources. Et quand, au travers, par exemple, de l'exemple du Brexit, un certain nombre d'informations ont circulé, énoncées par des hommes politiques, relayées par des médias et non vérifiées, et que ces informations ont des incidences sur la façon dont les citoyens pensent cet événement-là, eh bien là, on a un problème. C'est que le journaliste, ici, ne va pas avoir vérifié ses sources. Il va faire confiance de façon trop importante à une seule source. Peut-être parce qu'il la connaît bien, ou peut-être que parce que cette source a un statut qui est un statut très reconnu, et donc le journaliste va se présumer que cette source-là ne va pas mentir ou ne va pas raconter une information qui n'est pas vraie. Pour que ça pose un véritable problème public, c'est que cette information, énoncée par une source, information qui serait fausse, il faut qu'elle soit relayée par de nombreux médias. Et étant relayée par de nombreux médias, il y a un problème, c'est que plus elle est relayée, cette information fausse, par un ensemble de médias, plus elle va être considérée comme vraie par nous, le public. Et là, le souci, c'est que le journaliste agit à ce moment-là comme un porte-voix d'une source qui a plein d'intérêts stratégiques à diffuser telle ou telle information. Donc c'est dans ces cas-là que l'on estime que le journaliste va être médiateur d'une vérité qui est une vérité de la source. Le troisième point, c'est le journaliste aveugle. Parfois, le journaliste ou le groupe des journalistes va être berné par une réalité ou par ce qu'il croit être la réalité. On a deux exemples pris parmi tant d'autres. L'affaire, donc l'histoire de Timișoara, donc on est à la fin des années 1980 en Roumanie, sont découverts des supposés charniers et toute la presse donc, dite occidentale va couvrir, une partie d'entre eux va couvrir ces charniers. Il va s'avérer que ces charniers ne sont pas des charniers, ne sont pas liés à la chute du régime de Ceausescu qui se passait à cette époque-là, et que tout ça va être monté. Alors, pas par les médias, mais par d'autres acteurs. On a un autre exemple. L'autre exemple, c'est les armes de destruction massive. C'est donc un argument qui a été beaucoup utilisé au début des années 2000 pour justifier l'entrée des États-Unis en guerre contre l'Irak. Ces informations se sont toutes les deux avérées fausses, a posteriori, et que les journalistes ont pensé que c'était vrai. Et pour que ça pose évidemment un énorme problème, c'est que se déroule alors une espèce de dérive médiatique, un emballement collectif des journalistes qui vont tous, ou presque tous, diffuser une information qui va s'avérer fausse, mais dont ils ne se rendent pas compte. Et donc cette information fausse va avoir une durée dans le temps extrêmement importante. Et ce sont ces affaires-là qui décrédibilisent le plus le monde médiatique. Ces trois éléments sont le socle de l'ensemble du débat qui est ravivé actuellement par l'émergence de cette notion de post-vérité.
Cette notion de post-vérité, elle est, et vous l'avez entendu, une notion historique qui est prise aussi en charge par le monde politique ou par le monde des sources, mais du point de vue journalistique, ça a une incidence qui pourrait être une incidence spécifique au monde médiatique, c'est qu'on accuse alors, dans cette idée de post-vérité, puisque parfois les médias mentent ou diffusent des informations qui sont fausses, eh bien le chemin est très rapide pour dire que le journaliste est un inventeur. On a eu une grande polémique, et c'est un exemple, autour de l'investiture de Donald Trump et du nombre de gens qui étaient présents lors de son investiture. Des journalistes ont montré qu'il y avait moins de gens à l'investiture de Donald Trump qu'à celle de Barack Obama. Des photos ont été montrées de l'espace pour montrer aux internautes qu'il y avait moins de monde. Des outils statistiques ont été utilisés pour montrer qu'éventuellement il y avait qu'il y avait moins de monde à l'investiture de Donald Trump. Que fait Donald Trump en retour? Il va accuser les médias de construire un mensonge et donc de mentir par rapport à cet événement-là. Et ça, c'est une nouvelle étape. Et c'est pour ça que dans un cours sur le journalisme, il est nécessaire de parler de ce concept de post-vérité, parce que ce concept de post-vérité nous fait passer dans une nouvelle étape. C'est que le journaliste inventerait une réalité, que cette réalité ne serait pas la même que celle de sa source. Et finalement que les preuves, dans le cas par exemple de l'investiture de Trump, de M. Trump, les preuves ne seraient plus acceptées comme telles, que la source alors, elle reste convaincue du bien fondé de sa vérité. Et c'est ainsi qu'on peut parler, et que certains, et donc la conseillère de Donald Trump, a parlé de faits alternatifs, d'alternative facts. C'est que devant l'évidence, et devant l'évidence de la preuve, comme quoi cette information était censée être vraie, la source répond que chacun a sa propre vérité. Et c'est autour de cette notion-là que nous voulions en fait fortement insister sur cette importance politique, médiatique et communicationnelle de l'émergence et de la circulation très très forte du concept de post-vérité dans l'espace public ces derniers temps.